Vous êtes sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Marie-Roger Billois, présidente d'Africa International Media Group, avec nous en direct de Yaoundé. Marie-Roger, bonjour. Face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Mais d'abord, tout ce qu'il faut retenir de l'information internationale ce lundi 1er avril, c'est l'essentiel de l'actualité sur France 24. Avec au sommaire l'Iran qui appelle la communauté internationale à une réponse sérieuse après la frappe attribuée par Téhéran et Damas à Israël. 6 membres des gardiens de la Révolution sont morts, dont un commandant dans une annexe de l'ambassade d'Iran détruite par un bombardement dans la capitale syrienne. La passation, c'est demain au Sénégal, investiture du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu dès le premier tour grâce au soutien de son ami et mentor en politique, Ousmane Sonko. Quel rôle pour l'opposant inéligible et surtout, comment évoluera la relation entre les deux hommes? Comment évoluera aussi la présidence de Recep Tayyip Erdogan en Turquie après la très lourde défaite du camp présidentiel aux élections municipales hier? Le maire d'Istanbul et celui d'Ankara semblent déjà sur les rangs pour incarner l'alternance et la relève en 2028. C'est tout de suite l'essentiel. Et c'est donc un bâtiment de l'ambassade d'Iran à Damas, celui abritant les services consulaires, qui a été détruit. D'après ces images, un commandant et 5 membres des gardiens de la Révolution figurent parmi les victimes, selon les médias officiels syriens et iraniens. Ils accusent Israël d'avoir mené des frappes aériennes. Téhéran promet une réponse forte. Siavash Ghazi. Des gardiens de la Révolution, donc responsable des opérations militaires des gardiens de la Révolution en Syrie, qui ont été tués lors de cette frappe, selon les médias iraniens. Le général Zahedi, son adjoint, le général Rahimi, et un autre responsable des gardiens de la Révolution, en fait de la force Quds des gardiens de la Révolution, qui est chargé des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, et plus particulièrement en Syrie et au Liban, donc qui ont été tués lors de cette frappe. Selon l'ambassadeur d'Iran à Damas, ces 3 responsables des gardiens de la Révolution se trouvaient dans le consulat de l'ambassade d'Iran à Damas. Le bâtiment abritait également la résidence officielle de l'ambassadeur d'Iran. Donc, selon Téhéran, c'est une attaque contre une représentation diplomatique de Téhéran. Et c'est la première fois, selon l'ambassadeur d'Iran, qu'Israël, depuis 6 mois, vise directement une représentation diplomatique iranienne en Syrie. De nombreuses opérations ont été menées depuis le début de la guerre à Gaza contre des installations iraniennes en Syrie, mais c'est la première fois qu'Israël vise directement donc le sol iranien, puisque la représentation diplomatique iranienne fait partie du sol iranien. Téhéran a affirmé qu'une réponse adéquate sera donnée, mais on ne sait pas encore si Téhéran va répondre directement ou faire agir ses protégés et ses alliés, notamment le Hezbollah libanais, les milices irakiennes basées les milices irakiennes, donc les milices chiites irakiennes qui ont frappé hier le port d'Eilat en Israël, ou encore les Houthis au Yémen. Donc ça représente en tout cas une escalade importante dans la guerre qui est menée indirectement entre Israël et l'Iran depuis 6 mois, depuis le début de la guerre à Gaza. Merci Siavash Ghazi en direct de Téhéran pour France 24. Le Sénégal s'apprête à changer de tête. C'est demain qu'aura lieu la passation de pouvoir entre Macky Sall, l'actuel président, et son successeur élu, Bassirou Diomaye Faye, de 18 ans, son cadet. Changement de génération en perspective, changement de programme aussi, qu'on nous promet radical. Elimane Dao, vous qui suivez l'actualité sénégalaise pour France 24, quel est le programme justement, mais de cette investiture demain? Écoutez, le président Bassirou Diomaye Faye devrait être investi demain à partir de 10h45 en heure locale au centre de conférence Abdou Diouf de Dakar. Ce sera par le Conseil constitutionnel. Ce sera au cours d'une cérémonie solennelle qui dure entre 1h et 1h30 et au cours de laquelle Bassirou Diomaye Faye va prêter serment pour un mandat de 5 ans à la tête du Sénégal. Plusieurs invités de marque sont attendus à cette cérémonie, comme les présidents maliens Assimi Goïta, nigérian Bola Tinubu, ou encore le colonel Mamadi Doumbia, président de la transition en Guinée, et d'autres pays limitrophes, d'autres présidents d'autres pays limitrophes, comme les présidents gambiens, mauritaniens, bissau-guinéen, le Premier ministre ivoirien ou encore le Premier ministre rwandais. Et après la prestation de serment, Bassirou Diomaye Faye ira au palais de la République où il recevra
les honneurs de la garde présidentielle avant de rencontrer le président sortant, le président Macky Sall, pour la passation du pouvoir. Alors, quel changement concrètement en attendent les Sénégalais, Liman? Écoutez, les attentes des Sénégalais sont nombreuses. Des attentes, les Sénégalais à qui on a promis une rupture totale dans la façon de gouverner le pays. Bassirou Diomaye Faye l'avait même reconnu lors de son premier discours après son élection, que le peuple sénégalais avait voté pour la rupture et qu'il s'engageait à matérialiser cette rupture. Il est attendu de façon urgente sur beaucoup de secteurs, comme le coût de la vie, très cher à Dakar et dans le pays globalement. Dakar fait partie d'ailleurs des villes les plus chères du continent. Sur l'emploi des jeunes, on l'a vu lors de cette dernière année, les jeunes qui prenaient les pirogues et fuyaient le pays par vagues massives vers les îles Canaries. Les jeunes attendent beaucoup de Bassirou Diomaye Faye car ils ont été très mobilisés dans la rue pour son élection. Mais également, il est attendu sur d'autres secteurs comme l'agriculture, la pêche, les pêcheurs sénégalais qui attendent de nouveaux contrats de pêche avec notamment l'Europe, la Chine, pour pouvoir s'en sortir dans ce secteur qui a été très touché ces dernières années. Oui, et puis il y a aussi cette cohabitation qu'on nous annonce au sommet entre Bassirou Diomaye Faye et puis son ami et mentor Ousmane Sonko. Quelle place justement pour lui? Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle place va occuper Ousmane Sonko dans ce mandat de 5 ans de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'il va avoir un poste de Premier ministre ou pas? Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur le rôle que va occuper Ousmane Sonko dans ce mandat de Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, la relation entre les deux hommes est une relation très cordiale, une relation de confiance, une relation amicale. Et pas pour rien que Ousmane Sonko avait choisi Bassirou Diomaye Faye, alors que Bassirou Diomaye Faye était également en prison lorsque Ousmane Sonko l'avait choisi. Et le slogan de campagne de Bassirou Diomaye Faye pour cette élection était Diomaye Moy Sonko, en wolof langue locale. Diomaye, c'est Sonko. Les deux hommes partagent une trajectoire de vie quasi similaire, tous les deux inspecteurs des impôts et domaines, créateurs de ce parti PASTEF les Patriotes. Et de l'avis en tout cas de beaucoup d'observateurs, la réussite de ces 5 ans de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pouvoir va dépendre de cette entente qu'il va nouer avec Ousmane Sonko. Merci Liman Daou en direct de Dakar pour France 24. On retournera en Afrique, sur le continent, dans un instant, mais cette fois-ci, rejoindre Marie-Roger Biloa. Mais d'abord, Bruno Darou, comment va se gérer? C'est quand même la grande question, ou l'une des grandes questions, la relation entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Jusque-là, il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, comme on dit, entre les deux hommes. Voilà, jusqu'ici, tout va bien, comme on dit, et ça vient d'être dit à l'instant par notre correspondant. C'est vrai que jusqu'ici, le parcours de ces deux hommes, la formation d'ailleurs, le type de métier qu'ils ont exercé, très proche. Ils ont travaillé tous les deux à l'administration fiscale. Donc, par exemple, ça explique pourquoi le thème de la lutte contre la corruption est porté très fort à la fois par BDF, comme on le surnomme maintenant, et Ousmane Sonko. Donc, au moment où ce dernier, Diomaye Faye, donc, va être investi président de la République, on peut dire que tout baigne entre les deux hommes. Mais vous savez qu'en politique, eh bien, on a beau être amis, on a beau très bien s'entendre, les choses se compliquent tout de suite, parfois assez vite, dès que l'un des deux exerce le pouvoir. Et dans les faits, ce sera donc Bassirou Diomaye Faye qui sera le numéro 1, et Ousmane Sonko sera forcément soit, alors, restera-t-il dans l'ombre, mais il sera une forme de numéro 2, ou alors aura-t-il une fonction Premier ministre et sous les ordres du président de l'Assemblée nationale. C'est une fonction évidemment très importante, mais qui n'a pas le même aura que celle que celle du président. Donc il faudra voir si cette amitié à la fois humaine, intellectuelle et politique tient le choc à l'épreuve du pouvoir. On a de nombreux exemples dans le passé ou ailleurs de deux hommes qui au départ s'entendent très bien, et puis voilà le pouvoir qui corrompt, comme disait le grand philosophe Montesquieu. Parfois ça corrompt les amitiés aussi, ça corrompt les liens humains, et ça crée des problèmes. On n'en est pas là. Souhaitons que
cette bonne entente perdure pour le bien du Sénégal, en tout cas sur le programme, les deux hommes qui l'ont élaboré en commun, même si c'est plutôt Bassirou Diomaye Faye qui était la tête pensante du programme du PASTEF. Eh bien, ce programme, maintenant, il faut l'appliquer. Et dans l'immédiat, c'est ça toute la difficulté quand même pour le nouveau président. Marie-Roger Biloa en direct de Yaoundé avec nous. Marie-Roger, d'abord, comment est vue cette passation de pouvoir au Cameroun, l'arrivée donc de ce président dont on sait finalement peu de choses, Bassirou Diomaye Faye, si ce n'est précisément ce que disait jusqu'à présent Ousmane Sonko lui-même et la trajectoire qu'incarnait Ousmane Sonko. Et quel est votre point de vue de la manière dont va se régler finalement la relation entre les deux hommes? Alors, si on parle du Cameroun, cette affaire a un impact énorme et on peut l'imaginer, suscite beaucoup d'admiration parce qu'on a une situation à l'opposé au Cameroun où on a un pouvoir en place depuis 42 ans et surtout sans perspective de changement. On reviendra sur le Cameroun une autre fois, mais partout, les commentaires sont stupéfaits. Je peux dire que ce qui se passe est tellement inédit que les uns et les autres n'ont pas fini de décoder les tenants et aboutissants d'un tel séisme. Et même, comme on le voit, les concernés, c'est-à-dire Sonko et Bassirou Diomaye Faye, n'ont même pas eu le temps de réfléchir au rôle que l'un et l'autre allaient jouer dans cet attelage. Vraiment, on en est là. Parce que chaque fois qu'on demande, personne ne sait, à commencer par l'élu et son mentor. Donc, comment les choses peuvent se passer? Bien évidemment, les premiers commentaires que nous avons entendus ou que nous avons eus les uns et les autres, c'était de dire que le pouvoir, la présidence n'est pas un canapé, mais un fauteuil à une place, et que c'est très difficile et que la politique a eu raison d'amitié très très forte. Mais moi, je vois des raisons d'espérer. D'abord, parce que les exemples que nous avons sont des alliances qu'il y a eu entre des prédécesseurs et leurs successeurs. Là, on pense à Ahidjo et Biya, n'est-ce pas? L'un a passé le pouvoir à l'autre, ou Kabila et Tshisekedi, c'était aussi une alliance, un arrangement, ou Sassou et Lissouba, par exemple, ou alors en Mauritanie, Ghazouani et Ould Abdelaziz, où ça s'est très mal placé, où le successeur n'a pas arrêté de faire des procès à son prédécesseur, et bien. Bon, donc, c'est les exemples que nous avons. Mais là, c'est pas tout à fait pareil. On a deux personnes qui en fait n'en représentent qu'une d'un point de vue idéologique, d'un point de vue même des relations qu'il y a entre les deux, et aussi du point de vue du projet qu'ils ont porté ensemble. Et on a vu les parcours sont presque identiques, c'est presque deux clones politiques, et je pense qu'il y a certains signes qui donnent de l'espoir qu'à un moment donné, ils arriveront à régler tout différent. C'est-à-dire, d'abord, on a vu que sur le plan personnel, on a beaucoup décrit les relations fusionnelles, mais enfin, il est sûr qu'il y a une relation solide de confiance entre eux. La deuxième chose, à mon avis, c'est aussi qu'ils sont portés par une classe politique qui soutient cet attelage. On a vu, dès avant les élections, le premier candidat qui n'a pas été retenu, mais qui a immédiatement soutenu Bassirou Diomaye Faye, c'était Karim Wade. Mais ensuite, quelques jours avant l'élection, deux candidats, ou même trois, se sont ralliés à Bassirou en renonçant à leur propre candidature. Et enfin, au moment où on attendait le dépouillement, où on était en plein dépouillement, je dirais presque la totalité des autres candidats a annoncé la victoire en se réjouissant que c'était Bassirou Diomaye. Et donc, il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là. Donc, évidemment, on parle de la durée. Mais je crois que cet élan est tellement fort et les Sénégalais ont tellement envie de changement que les deux
vont sans doute réussir à continuer dans l'inédit, c'est-à-dire monter une alliance qui fonctionne. Bruno Darou, on a deux exemples quand même dans l'histoire récente qui sont alors l'Égypte avec Khayrat al-Shatter qui était censé être le président et puis qui n'a pas pu se présenter, ça a été Mohamed Morsi, c'est lui qui est resté finalement dans la postérité. Pour le meilleur, mais peut-être pour le pire, en l'occurrence, ça ne lui a pas porté chance. Ouais. Et puis le cas aussi tout de même de la Turquie, où on le sait, au tout début, Erdogan était effectivement le favori du public. C'est lui qui a construit l'AKP, mais qui n'a pas pu au départ se présenter pour des raisons d'inéligibilité. C'est Abdullah Gül qui a assuré les fonctions de président, mais enfin celui qui reste et celui qui l'a largement supplanté depuis dans le cœur et l'esprit de ses partisans et plus généralement de la communauté internationale, c'est Erdogan. Alors, est-ce que il pourrait y avoir ce scénario-là oui, enfin tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit au début, ce que vient de dire Marie-Roger, a priori l'attelage semble effectivement assez inédit, assez fusionnel. Il y a une vraie entente intellectuelle, politique, etc. On a bien vu que c'est quand même Sonko en campagne, dans les 10 jours qui ont suivi leur libération, qui a vraiment fait battre le cœur des partisans. Oui, c'est Sonko, oui. Mais en même temps, c'est lui qui a dit aller voter pour Bassirou Diomaye Faye. Donc, moi, j'ai pas la réponse là ce soir. On pense que, effectivement, dans un premier temps, je pense que les défis qu'ils ont à relever, d'abord, ça dépendra de la fonction qu'occupera Ousmane Sonko. On y verra déjà un petit peu plus clair après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, quelle fonction vraiment va occuper Ousmane Sonko. Ensuite, les défis, le programme de rupture, parce que là, ils sont politiquement totalement d'accord, et quand même très ambitieux, très vaste, la lutte contre la corruption, la baisse des prix de première nécessité, la relance de l'emploi, notamment pour les plus jeunes dans un pays où il y a 75% des habitants qui ont moins de 35 ans, pour arrêter notamment l'exil dans des conditions parfois désastreuses vers l'Europe. Bon, ce sont des chantiers très lourds qui vont prendre un peu de temps. Il y a des premières mesures qui peuvent être prises assez vite, comme la baisse du prix de produits. On parle de produits comme le riz, l'huile, le prix de l'électricité, par exemple. Il va falloir envoyer quand même des signaux forts, d'une part, et d'autre part, tenir la distance sur le moyen terme. Donc on verra aussi, en fait, moi je pense que ce sera à l'épreuve de la mise en place de ce programme de rupture qu'on verra si cet attelage tient le coup ou s'il y a des dissensions qui apparaissent, parce que peut-être que l'un sera un peu moins radical que l'autre, plus modéré. C'est comme ça souvent que commencent les dissensions. Par exemple, la rupture concernant les relations avec les pays étrangers, en particulier la France. Et on verra effectivement. On évoquait à l'instant le cas de la Turquie. Eh bien, la Turquie, elle vient d'infliger sa plus lourde défaite en 3 décennies au camp du président, l'AKP. En face, la principale force d'opposition, le Parti républicain du peuple, kémaliste, est sorti grand gagnant des élections municipales qui avaient lieu hier, au point de nourrir les spéculations sur la prochaine présidentielle 2028 et l'après-Erdogan. Thibaut Francesquet. C'est une victoire pour l'opposition turque. Le CHP, Parti social-démocrate, remporte la plupart des grandes villes de Turquie. Ankara et Istanbul étaient déjà dans les mains de l'opposition, mais cette dernière reprend aussi des villes acquises à l'AKP d'Erdogan, comme Bursa à l'ouest. Le parti présidentiel subit sa pire défaite depuis 20 ans. Aujourd'hui, les électeurs ont pris une décision très importante. Les résultats des élections ont montré que les électeurs ont décidé d'établir une nouvelle politique en Turquie. Les électeurs ont décidé de changer une image de la Turquie vieille de 22 ans et d'ouvrir la porte à un nouveau climat politique dans notre pays. À Istanbul, le maire, connu pour être une figure de l'opposition à Recep Tayyip Erdogan, est réélu avec 51% des voix au premier tour. Istanbul a gagné. 16 millions de personnes ont gagné. 16 millions de citoyens d'Istanbul ont gagné. Heureuse victoire. Au-delà des grandes villes, le parti d'opposition CHP réalise une percée notable en Anatolie, pourtant un bastion de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. Le scrutin était vu comme un test pour le président turc réélu l'an dernier. Sa popularité est fragilisée par la situation économique. L'inflation atteint 67% sur un an en Turquie. Nous analyserons ouvertement les résultats au sein de notre parti et nous ferons notre autocritique. Nous ne manquerons en aucun cas de respect à la décision de notre nation. Nous éviterons de nous entêter.
d'agir contre la volonté nationale et de remettre en question le jugement de notre nation. Ce résultat devrait permettre à l'opposition de se remobiliser et encourager le maire d'Istanbul à se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2028. Recep Tayyip Erdogan, on vient de l'entendre, il a lui-même admis qu'il s'agit là, je cite, d'un tournant pour son parti, l'AKP. Marie-Roger Billois, vous croyez-vous à cet accès d'humilité dans la défaite ? Eh bien, il faut dire que même déjà l'année dernière, quand il y a eu l'élection présidentielle en mai, je me souviens qu'on lui allait poser la question, on lui a dit finalement, puisqu'il affichait un moral de vainqueur, je vais gagner. Un jour journaliste lui demande, si finalement vous perdez, est-ce que vous allez quitter le pouvoir? Il était très choqué, il a dit, mais bien entendu, pourquoi vous voulez que je reste malgré la volonté populaire? Donc ça, je crois que cette attitude, il a. Et il faut aussi saluer la démocratie turque, parce que là, c'est les élections qui se passent là-bas sont comme ce qu'on a vu au Sénégal, c'est-à-dire qu'elles sont fiables, transparentes et il n'y a pas de trucage. La seule différence qu'il y a, notamment qu'on a vu aussi en mai pour la présidentielle, c'est que le président utilise beaucoup les moyens d'État pour sa campagne. Par exemple, les médias, on avait vu que TRT, la télé d'État, à un moment donné, je crois un mois avant les élections, avait accordé 36 minutes seulement aux candidats de l'opposition et 36 heures à Erdogan. Et c'est ce genre de choses. Mais enfin, les scrutins sont fiables et on voit bien qu'il y a une espèce de raz-de-marée contre Erdogan cette fois-ci. Et comme on l'a dit, c'est pas pour des raisons de guerre culturelle comme on voit aux États-Unis, c'est-à-dire le rôle renforcé de l'islam dans la vie politique, la vie publique. Ça ne gêne pas beaucoup en Turquie parce qu'ils peuvent librement voter. Ce qui a vraiment fait la différence cette fois-ci, on l'a dit dans le reportage, c'est l'économie, l'inflation, les revenus des gens qui sont en berne, et ils n'ont pas vu d'amélioration depuis l'élection de la dernière fois. Alors justement, oui, merci Marie-Roger. Je vais faire réagir Bruno si vous voulez bien, parce que Bruno, il y a à la fois effectivement cette question d'un scrutin démocratique, alors même si les moyens mis en œuvre sont évidemment inéquitables, enfin dénoncés depuis longtemps d'ailleurs comme inéquitables entre l'opposition, parfois même harcelée judiciairement, et le pouvoir, toujours est-il que les scrutins ne sont pas discutés en tant que tels en Turquie dans leur organisation. Et puis il y a tout de même cette question d'une opposition qui déjà en 2019 avait remporté Istanbul-Ankara et puis qui l'année dernière à la présidentielle ou législative avait quand même échoué et d'assez loin finalement face aux espoirs fondés en elle, qui gagne finalement les médailles en chocolat à l'opposition. Oui, mais là je crois que la situation évolue parce que ça dépend comment on voit les choses. Soit on les voit comme vous venez de dire, soit on dit que 2019 c'était une première étape. L'an dernier, en fait, c'était la personnalité qui avait été retenue aussi pour affronter Erdogan, qui peut-être n'était peut-être pas assez forte. Là, les succès quand même, notamment du CHP, donc le parti kémaliste, le parti républicain du peuple, sont quand même des résultats très nets, même par rapport à 2019. Je crois qu'à Istanbul, monsieur Imamoglu devant son adversaire de plus d'1 million de voix, non pas les 13 000 voix de 2019, puis après, on avait refait le scrutin, il y avait 700 ou 800 000 voix finalement d'avance quand même. Donc les succès sont plus nets. La géographie aussi politique, effectivement, est chamboulée avec, effectivement, ça a été dit, ce qui se passe en Anatolie et le CHP qui conforte ses positions à l'ouest. Donc, si, là, c'est quand même une opposition qui dynamique. Il y a une dynamique avec des personnalités, alors notamment Ekrem İmamoğlu et aussi le maire d'Ankara, Mansur Yavaş, qui apparaissent désormais. Alors peut-être que aussi il y aura un scénario des deux. Les ferments d'une rivalité future, peut-être. Voilà, ferments d'une rivalité future, puisqu'alors eux, ils ont des parcours et des personnalités très différentes et presque des convictions assez différentes. Mais il y a au moins une richesse de personnalité. Il y a un changement aussi de génération.
Alors, pas aussi marqué que 70 dans ans le cas Erdogan aujourd'hui. Dans le cas du Sénégal, voilà. 70 ans, M. Mamouloul, je crois qu'il a un peu plus de 50 ans. Voilà, alors il n'est pas aussi jeune que le président sénégalais, mais il y a quand même un changement de génération. Il y a une dynamique, il y a une fatigue vis-à-vis de quelqu'un qui est là depuis 21 ans au pouvoir. La situation économique, effectivement, tout cela fait que les 4 années qui restent du mandat de M. Erdogan vont être quand même sans doute un peu plus compliquées. Après, on peut dire que Erdogan est bousculé, mais il n'est pas totalement abattu. Il faut se rappeler que c'est un animal politique. Et il a d'ailleurs indiqué, prenant un peu de hauteur, y compris vis-à-vis du sort de son propre parti, qu'on pourrait peut-être discuter localement, puisque c'était des élections municipales, avec les uns, les autres, et peut-être même intégrer, on n'en a pas parlé, mais le petit parti islamiste qui a fait beaucoup de mal à l'AKP, Yeniden Refah, et le président Erdogan va tout faire pour essayer de continuer encore à gouverner la Turquie. Merci beaucoup Bruno Darou. Marie-Roger Biloa qui était avec nous en direct de Yaoundé. On va plus loin, c'est terminé. Restez sur France 24, prochain journal dans 4 minutes.